Qui dois-je voter? Pourquoi je dois voter? Aujourd'hui, face aux candidats, nous allons donc recevoir Johnson Ishara Boutaragaza, qui n'est pas présenté pour la population de la ville du Goma et qui est candidat député national de la ville du Goma. Nous avons compris c'est quoi l'insécurité. Nous avons compris. On ne peut pas oublier, plusieurs fois, les CNDP étaient toujours à la porte de Goma pour secouer. Et ça a eu des impacts terribles. Du point de vue culturel, du point de vue économique, du point de vue démographique, c'est un scandale dans la ville de Goma. Donc aujourd'hui, je vous dis, nous sommes peut-être si pas la personne bien placée. Je fais partie des rares personnes qui peuvent être à mesure aujourd'hui de suggérer comment il faut résoudre l'appareil sécuritaire du Nord Kivu, particulièrement de la ville de Goma. Après, à part la sécurité, ce que les secteurs qui vont plus m'intéresser, ça sera l'éducation. Et la première action que moi je mènerai, c'est de suggérer au ministre de l'Éducation nationale de convoquer dans toute urgence les états généraux de l'éducation en République démocratique du Congo. Face aux candidats, du 19 novembre au 18 décembre 2023, Yves Morning Post donne la parole au candidat. Mon candidat, ton candidat. Découvrez les candidats idéaux sur Yves Morning Post dans un face-à-face avec ses journalistes. Quel profil pour un bon candidat et quelle est la vision de ton candidat face aux élections législatives, nationales, provinciales ainsi qu'aux municipales? À découvrir, c'est Yves Morning Post face aux candidats. Nous allons recevoir aujourd'hui face aux candidats pour comprendre c'est quoi le projet de société que portent ces jeunes de la ville de Goma. Je vais devoir les rencontrer pour ces moments d'échange. On va échanger sur son projet de société. Johnson, bonjour et surtout bienvenue. Merci beaucoup, bonjour Monsieur Blaise, bonjour à tous les téléspectateurs. Espérons que ce moment va nous permettre de parler à cœur ouvert des questions qui intéressent surtout vos électeurs. Merci. Commençons par la première question. Johnson Ishara Boutaragaza, candidat député national en ville de Goma, oui. Conseiller de Augustin Matata Mpogno. Vous êtes numéro combien en ville de Goma? Pour la ville de Goma, je suis, comme vous l'avez dit, candidat député national, numéro 223. 223. Exact. Johnson Ishara Boutaragaza, qui connaît des questions de Goma, des réalités de Goma, va à l'Assemblée nationale avec quel projet exactement? Alors, je dois commencer par une précision détail. Ça, c'est à l'intention de tous mes collègues candidats députés, mais également à tous mes compatriotes, nos électeurs. En réalité, un candidat député national n'a pas un projet de société. Celui qui est porteur d'un projet de société, c'est le candidat président de la République. Par ricochet, quand vous êtes candidat député provincial, vous soutenez et vous défendez le projet de votre candidat président de la République. Parce qu'au niveau de l'exécutif, c'est l'exécutif qui doit maintenant mettre en œuvre le projet pour la marche de la nation. Ça, c'est une précision de forme? Oui, ça c'est une précision de forme, mais aussi de fond, parce que c'est très important. Maintenant, quand on est candidat député national, ce qu'on doit être à mesure seulement d'expliquer, la Constitution avait levé toutes les options et les attributions des tâches pour un candidat député national. La première attribution, qui n'est rien d'autre que de légiférer les lois, c'est-à-dire veiller à l'application des lois, mais également proposer de nouvelles lois, les voter avant que ces lois ne soient promulguées par le chef de l'État. Quand on est au niveau national, ça veut dire qu'on porte toutes les questions nationales. Exact. Mais exactement pour la ville qui vous a choisi, c'est la ville de Goma, où nous sommes en train de parler. Vous accompagnez un projet, comme vous l'avez dit, de votre président au niveau national. Mais c'est quoi ce projet pour l'intérêt surtout de la population de Goma? Voilà, je vais y arriver. J'allais chuter par là. Ce qui veut dire que j'étais en train de parler de la première attribution qui n'est autre que de légiférer les lois. La deuxième attribution, c'est bien entendu faire le contrôle parlementaire, contrôler les gouvernements, de se rassurer sur l'effectivité du plan annuel qui est souvent proposé à l'Assemblée nationale et qui est souvent voté comme le budget annuel. Et il faut veiller que ce qui a été prévu soit exécuté, mais également sur la marche normale. Alors la troisième attribution que la Constitution confère à un député national, c'est d'être les représentants du peuple. Les représentants du peuple, c'est-à-dire chaque fois, le problème de Goma, vous les identifiez pour que dans les grands débats, vous soyez là pour parler également de Goma. Voilà pourquoi
Moi, j'ai choisi d'être le candidat député national pour la ville de Goma pour 4 plus grandes raisons. La première raison, c'est que les questions sécuritaires sont souvent abordées avec beaucoup de légèreté. Et moi, j'estime qu'étant parmi ces enfants-là, qui ont connu toutes les atrocités de l'Est, je rappelle bien toutes les atrocités, parce que nous étions encore des gamins à l'époque du génocide au Rwanda. Nous avons vu comment les Rwandais sont venus comme des réfugiés. Et c'est à partir de là que le calvaire a commencé. En 94. Donc, 94, nous avons vécu ça. Nous avons été ces enfants-là qui ont fui Goma à pied avec nos parents et voir comment on tirait sur les gens des cadavres qui tombaient devant vous, tout simplement parce que vous étiez encore de courte taille et les Aldites qui étaient en train de mourir sur le feu pendant la guerre de 96. En 98, n'oubliez pas, M. Blaise, ce que le RCD Goma est arrivé le 2 août 98 et Goma a été encore encerclé, contrôlé par les gens qui sont venus de l'Ouganda et du Rwanda. Nous avons compris c'est quoi l'insécurité. Nous avons compris, on ne peut pas oublier, plusieurs fois les CNDP étaient toujours à la porte de Goma pour secouer. Et ça a eu des impacts terribles. Du point de vue culturel, du point de vue économique, du point de vue démographique, c'était un scandale dans la ville de Goma. Et le cas le plus récent, c'était en 2012, quand le 1-23 s'est promené dans la ville de Goma pendant 10 jours. Les cas maintenant le plus actuels, les insécurités urbaines, ce sont des cas sur lesquels nous connaissons partout sur quoi il faut maintenant appuyer pour aider ceux qui gèrent l'appareil sécuritaire d'avoir des réponses claires par rapport à la question de l'insécurité de Goma. Et pour cette question, ce qui nous a permis de maîtriser ces enjeux, c'est le fait que nous avons été pendant 4 ans, j'ai travaillé avec le jeune au sein du Conseil provincial de la jeunesse et chaque fois, il fallait mener des plaidoyers par rapport au cas d'insécurité. 3 ans, président du Parlement de jeunes, où j'ai réussi, en tout cas, les doléances, les appels de tous les territoires, toutes les villes, les 18 quartiers de la ville de Goma, où d'ailleurs, j'avais réussi à implanter le Parlement des jeunes dans chaque quartier. Ça nous permettait d'avoir à temps réel les actualités. Donc aujourd'hui, je vous dis, nous sommes peut-être si pas la personne bien placée. Je fais partie des rares personnes qui peuvent être à mesure aujourd'hui de s'y gérer. Comment il faut résoudre l'appareil sécuritaire du Nord Kivu, particulièrement de la ville de Goma, pour toutes ces raisons que je vous ai montrées. Et mon combat à l'Assemblée nationale, c'est que je veux me battre pour que je puisse être dans la commission défense et sécurité. Parce qu'en réalité, c'est cette commission-là qui a accès à toutes les informations sécurité-défense de notre pays. Et quand il y a des déviations, c'est la même commission qui peut également interpeller rapidement. Parce qu'on a des informations, parce que quand on est député, on n'est pas là seulement pour plaider, crier, mais on est là également pour proposer des solutions faisables. Aujourd'hui, Goma fait face à un sérieux problème. Parce qu'on doit savoir que géographiquement, Goma, c'est une ville à risque. À risque, pourquoi? Parce que du côté Nyiragongo, c'est le parc de Virunga. Et c'est tous les jours qu'on dit que les FDLR ont érigé leurs quartiers généraux dans le parc. Et chaque groupe de déstabilisation de la ville de Goma vient souvent du parc. De l'autre côté, nous avons une frontière. Monsieur Blaise, vous savez que la frontière entre Goma et le Rwanda, c'est la deuxième frontière la plus fréquentée du monde, après la frontière des États-Unis et le Mexique. Mais dans une ville comme ça, qui reçoit un mouvement populaire, quels sont les dispositifs sécuritaires mis en place pour que ces mouvements n'instabilisent pas la ville? Voilà votre cheval de bataille pour commencer sur la question sécuritaire. Là, c'est la question sécuritaire. Deuxième point. Le deuxième point, c'est qu'après avoir passé tout mon temps à encadrer les jeunes, d'ailleurs, je vous rappelle que Goma m'a beaucoup découvert plus dans les activités de Jeunisses en herbe. Jeunisses en herbe, éloquence, concours de débat, concours de dictée avec les élèves. Moi, j'aime donner ces plaisirs-là. Et aujourd'hui, je suis fier que beaucoup d'élèves qu'on a y encadrés, qui sont devenus aujourd'hui des majeurs, ce sont des jeunes très, très, très prometteurs. Et moi, je suis fier parce que tout ce travail que nous avons fourni dans l'éducation, dans la culture, ça nous a permis à comprendre les défis majeurs de notre éducation. Après, à part la sécurité, ce que les secteurs qui vont plus m'intéresser, ça sera l'éducation.
Et la première action que moi je mènerai, c'est de suggérer au ministre de l'Éducation nationale de convoquer dans toute urgence les États généraux de l'éducation en République démocratique du Congo. Pour 3 raisons. La première raison, les États généraux vont d'abord nettoyer les programmes proposés aux élèves. Parce qu'on ne peut pas être un pays stratégiquement placé au centre, au cœur de l'Afrique, et nous ne sommes pas en mesure de produire des citoyens patriotes et nationalistes qui comprennent c'est quoi être un Congolais. Et ça, il faut le voir dans nos programmes. Qu'est-ce qu'on propose quand on est en Gen 1? Tous les amis qui sont passés à l'université. Mais le cours d'éducation à la citoyenneté, c'est le cours qui est censé nous former quand on est à l'université. Mais on étudie ces cours-là dans quelle atmosphère? Dans toutes les universités que moi j'ai fréquentées et que j'ai posé également des questions hier, c'est un cours qu'on étudie souvent en tronc commun. Et quand l'enseignant donne cours, lui, il n'a même pas besoin de savoir qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous n'avez pas compris. 1000 élèves. 1000 élèves. Parfois, on ne pose pas de questions. Il a fini à prêcher, il part. L'essentiel, c'est qu'il a fini ses heures. Et ce n'est pas normal. Quand vous allez à l'école primaire, vous allez à l'école secondaire, vous avez un cours qu'on appelle SM, éducation civique et morale. Mais c'est un cours qui est souvent donné à l'enseignant le plus médiocre de l'école. Tout simplement parce qu'on veut les garder dans les kiris d'enseignants. Mais parfois, mal chaussé, parfois lui-même, il ne comprend même pas ce qu'il enseigne. Et les cours qui a la même pondération que le cours de gymnastique, que le cours de dessin, que le cours de calligraphie. Et vous voulez que ces cours-là forment des citoyens. Voilà pourquoi nous avons un pays comme Joseph Filéo qui a été le premier président du Sénat. Joseph Filéo qui, plutôt premier président, du Sénat en 1960, il avait l'habitude de dire que la République démocratique du Congo n'était pas encore une nation. C'était un pays mais constitué de plusieurs nations. Pour quelle raison? Parce qu'on ne nous a pas préparés à être une nation ou à être des citoyens qui comprennent que nous n'avons qu'un seul pays. Et aujourd'hui, on a des gens qui se sentent très à l'aise à s'identifier au nom de leur communauté. On a des gens qui ont tendance à ignorer les intérêts de la nation et à se battre pour les intérêts de la colline. Avec un État comme la République démocratique du Congo, c'est un danger. On peut chercher les problèmes ailleurs, mais le problème, il est également dans le secteur de l'éducation. Mon deuxième combat dans l'éducation, c'est qu'il est quand même inacceptable. Monsieur Blaise, vous imaginez l'Allemagne, qui aujourd'hui est le pays le plus respecté en matière de travail en Europe. Même les Français opèrent des Allemands. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris que le secteur le plus important, pour transformer l'homme, pour transformer l'intellect humain, il faut investir dans l'éducation. Plus de 60% du budget de l'Allemagne affecté dans l'éducation. Mais aujourd'hui, quand vous rentrez au Congo, combien de pourcentages affectés à l'éducation? Les politiciens nous ont même créé une tension salariale. L'enseignant travaille pour l'État congolais, les députés travaillent pour l'État congolais. Quel est cet écart où l'enseignant peut toucher difficilement $80 et puis le politicien qui est à l'Assemblée, il touche 21 000. C'est inacceptable. Donc, je pense que dans un pays sérieux, il faut se battre pour qu'on s'aide de l'Assemblée. Chaque fois qu'on fera voter un budget, il faut qu'on se rassure si le budget de l'éducation a été pris au sérieux avec une marge importante. Alors, le troisième combat dans le secteur de l'éducation, bien entendu, c'est qu'il faut rendre également notre éducation compétitive et faire à ce que nous ayons les meilleurs de nous, les meilleurs de nos enfants, soient également bénéficiaires des bourses. Pas par amusement, pas comme un tapage politique, non, parce que c'est leur droit d'être protégés et que nous ayons une élite qui a été préparée par le Congolais et par le Congo pour qu'ils reviennent servir le Congo. Et ça, c'est un manque grave qu'il faut combler le plus vite parce que ce ministère-là peut également rimer avec le ministère des Recherches scientifiques. Et dans les secteurs de l'éducation, nous ne serons pas loin à compétir avec les autres. Et si nous voulons que dans 20 ans, dans 10 ans, nous ayons un Congo, comme le disait le professeur Kamana, avec des nouveaux hommes, c'est par là qu'il faut commencer. Et nous sommes de cette génération-là qui pensons qu'on ne doit pas badiner avec l'avenir de ce Congo parce que nous avons que ce Congo à protéger. Nous avons que ce Congo, en tout cas que nous laisserons comme héritage aux générations qui viendront après nous. Et nous avons également ce devoir-là patriotique pour que ceux qui viendront après nous, quand ils seront en train de lire l'histoire du Congo de 2000
de 2023 jusqu'à ce que nous partions, qu'ils disent quand même, mais cette génération a fait de prouesses. Aujourd'hui, nous sommes fiers du combat que Lumumba a mené avec toute sa génération. Le Congolais de 1960, on est content de ce qu'ils ont fait. C'est très important pour que nous aussi, nous arrivions à un niveau quand nous allons partir, parce que ça, il faut toujours se rappeler, les hommes d'État doivent toujours se rappeler que nous ne sommes pas éternels, mais nous devons préparer un Congo pour ceux qui vont venir, quand ils liront notre histoire, qu'ils disent il y a une génération qui s'est bâtie. Et ça, c'est très sérieux. Ça, c'était mon deuxième combat. Alors, mon troisième combat, je suis économiste de formation. Tout ce que je viens de dire ne peut pas bien rimer, ne peut pas bien se faire si nous n'avons pas également des capacités et des possibilités internes de mobiliser les recettes. Quand le sénateur Matata a été Premier ministre, il a été, en tout cas, si pas le Premier ministre de ce pays... On retiendra qu'il y a eu quand même stabilité économique. Il y a eu stabilité du taux de change, il y a eu également la stabilité macroéconomique, parce qu'il arrivait à faire l'évaluation hebdomadaire, c'est ce qu'on appelait Troïka stratégique, pour le pays. Il arrivait à le faire pour savoir la température économique arrive à quel niveau. Quel est le prix de la farine à Lubumbashi? Quel est le prix de la farine à Goma? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce prix ne monte pas demain? Est-ce que le stock est là? C'est comme ça qu'on fait. L'économie, ce n'est pas du tâtonnement. C'est une science exacte. Si vous produisez, vous êtes à mesure de faire nourrir votre maison, mais si vous ne produisez pas, vous faites que consommer. À un moment, vous allez faire face à un stock qui reste vide. Alors, la possibilité de produire pour la République démocratique du Congo, c'est de se rassurer si des secteurs comme l'agriculture, par exemple, le secteur le plus négligé, et pourtant c'est les secteurs comme le mercantiliste avait l'habitude de l'appeler, c'est les secteurs au fait qui tient la main d'autres secteurs. Le secteur primaire, c'est l'agriculture. Si nous ne produisons pas, et produire implique l'ouverture des routes et des dessertes agricoles. La production implique l'ouverture également. Il faut l'interconnexion entre les différentes provinces parce que c'est inacceptable que Kinshasa soit ravitaillé. Imaginez un pomme de terre venant de l'Inde, M. Blaise. Des pommes de terre qui viennent de l'Inde. Et pourtant, nous avons un massif ici qui produit des pommes de terre bio, comme on a l'habitude de le dire. Mais on n'est pas à mesure de faire arriver ces pommes de terre à Kinshasa. Et pire encore... On semble croire, je vais vous laisser un petit moment, on semble croire que c'est le même combat avec le gouvernement en place. Mais qu'est-ce qui a échoué? Parce que nous avons vu une délégation de ministres s'y rendre à Lubumbashi pour parler par exemple de questions de maïs. Kamere était à Goma pour parler qu'il faut augmenter la production locale. Vous semblez aller dans le même sens, mais qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Non, ce qui bloque, parce que le discours, c'est tout le monde qui peut avoir le discours. Mais j'ai toujours dit, même à mes collègues jeunes, j'ai toujours dit, la différence entre les gens, c'est tout le monde a des rêves, tout le monde a des idées. Il peut lire un livre et vous produire tout ce qu'il a lu dans ce livre-là. Mais la grande différence entre le faiseur et le diseur, c'est la capacité de transformer les idées-là en pratique et passer à l'action. Alors, à quel niveau l'action que Kamere a menée en tant que ministre de l'économie, d'ailleurs pour qui j'avais du respect à un moment... Parce que vous avez évoqué des questions économiques. Oui, Kamere sait que pour le maïs, M. Blaise, si vous voulez produire du maïs et avoir de la farine, il vous suffit seulement 3 mois. 3 mois, parce que la culture de maïs ne fait que 3 mois. Vous avez de maïs. Alors, s'il faut produire de farine, vous devez avoir également des usines de transformation. Mais comment expliquer que dans un pays comme la République démocratique du Congo, le deuxième poumon mondial, d'ailleurs nous sommes en train d'aller pour être le premier poumon, parce que la forêt d'Amazonie est menacée aujourd'hui par le feu. Et ça reste la forêt de la République démocratique du Congo avec une capacité agricole immense. Mais quand votre pays est menacé d'une carence de farine, vous allez demander une délégation de 11 ministres, vous allez en Zambie pour négocier le farine. Vous trouvez ça acceptable? Mais non, c'est ça la différence. Ce qui bloque, c'est qu'on a des gens qui ont choisi et qui ont décidé, je dois le dire dans toute honnêteté, les gens qui ont décidé d'épuiser, de cisser le pays et ne pas servir le pays comme il le faut. Parce que si on voulait servir le pays, je vais vous faire rire, on allait faire redémarrer le projet Bukanga Lonzo qu'ils ont fait bloquer eux-mêmes. Ils ont fait bloquer parce qu'ils ont senti qu'avec la production de Bukanga Lonzo, les pays pouvaient être à mesure de capitaliser $1 milliard que le pays dépense toujours
dans le produit qui vient de l'extérieur. Mais si nous capitalisons, si nous exploitons, ne fût-ce que ces premiers projets du parc agro-industriel, on allait capitaliser 1 milliard de dollars à l'interne. Ça c'est déjà un projet qui n'est pas porté par quelqu'un de l'Union sacrée, je l'ai dit juste en passant. Or, ce n'est pas comme ça que ça allait être. En fait, dans la continuité de l'État, le projet n'est pas porté par les individus. Le projet est porté par la machine gouvernementale. Donc, peu importe celui qui arrive, quand il arrive, il fait la continuité. Ce n'est pas parce qu'on est en guerre que vous allez dire, voilà, cette guerre, c'est Kabila qui l'avait commencé, nous, on ne va rien faire. Bon, cette guerre, quand Félix va partir en janvier comme ça, après la remise et reprise avec Katumbi, il risque de dire, voilà, est-ce que vous pensez que ça peut être acceptable que Katumbi dise, je viens de prendre le pouvoir, mais cette guerre-là du Nord Kivu, c'est Félix qui l'avait commencé? Non. Il arrive au pouvoir, il fait la continuité, il corrige ce qu'il faut corriger. Il met maintenant le pays sur la voie de l'émergence et qu'on résolve le problème là. Donc, le projet gouvernemental n'est pas porté par un individu, il est porté par tout un système. Et même si la personne partait, le gouvernement reste, le pays reste, on devrait faire continuer ces projets-là. Et nous devons maintenant faciliter cette production à l'intérieur du pays. Économiste, comme je vous ai dit, ça va nous permettre de ne pas être un pays qui passe des journées en train de quémander, mais nous allons être aussi un pays qui sera envié pour que les gens viennent nous demander. Et tout cela est ressorti dans le programme du candidat président de la République, le sénateur Matata, qui a fait maintenant une fusion du programme. Quand il s'est allié au candidat président Katumbi, qui avait déjà proposé son budget pour les quinquennats, le budget de Katumbi pour la capacité interne de mobilisation des recettes est arrivé à 113 milliards de dollars. Et que de l'autre côté, quand le projet qui était porté par les sénateurs Matata était arrivé pour les quinquennats à 90,5 milliards de dollars, en faisant la fusion, nous sommes restés sur la voie de renouer avec notre destin de grandeur. Investir s'impliquer sérieusement dans la sécurité pour que la paix revienne sur toute l'étendue de la République. Investir sérieusement avec le secteur industriel. Parce que quand vous parlez de l'industrie, ça veut dire qu'il faut maintenant des routes, il faut de l'énergie. Il faut également ce que vous allez absorber, le chômage au pays, parce que ce sont les humains. Les ressources humaines. Les ressources humaines. Vous avez parlé des 4 piliers, nous avons parlé de 3, la sécurité, l'éducation et l'économie. Le 4e pilier. Le 4e pilier pour moi, après avoir parlé de la question de la sécurité, la question de l'éducation, la question de l'économie, le 4e pilier pour moi, c'est vraiment, c'est même ce combat-là qui m'a incité à faire tous les combats citoyens auxquels j'ai été sur tout le front, c'est de lutter contre les injustices. En tout cas, remettre le Congo dans ce droit et les Congolais dans leurs droits. Parce que nous avons, je l'ai encore dit dans une conférence que j'ai eue la fois passée, c'est bien bon qu'on dise que nous allons proposer une loi CIR. Mais je vais dire que vous savez que notre pays fait partie des pays ayant des très 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 belles lois. Et des bonnes même. Le problème se pose sur l'applicabilité. Comment nous allons aider l'exécutif à se rendre compte que la législature, cette fois-ci, qui est constituée des hommes comme nous, ça va être une législature constituée de gladiateurs, des gens qui n'auront pas peur. Même si le président est arrivé à un niveau de trahison, que le président entende qu'il y a des élites qui montent au créneau, parce que l'histoire de la nation est plus grande que l'histoire des individus. Et il faut qu'on arrive à cette dimension-là. Il faut un jour être dans une prison. Quand vous trouvez quelqu'un, il a été arrêté à Walikale, tout simplement parce qu'on l'a accusé d'avoir volé une poule. Et il est au niveau de la prison centrale Munzenze. Et quand vous le voyez, en fait, c'est comme un mort, mais qui survit de quelques secondes. Tout simplement parce que de l'autre côté, on a un appareil judiciaire. Je ne suis pas le seul à avoir dit. Le président lui-même l'a dit que la justice ne lui a pas facilité la tâche. Les gens qui sont censés protéger les lois, mais ce sont les gens qui bafouent les lois. Les gens qui sont censés lutter contre la corruption, ce sont les mêmes gens qui sont facilement corruptibles. Imaginez que quand Goma a commencé avec la justice populaire, les gens ont commencé à crier, tout ça, voilà, il ne faut pas... Mais les gens ne se sont pas posé la question d'où est venu cet esprit-là de justice populaire. L'esprit est venu du fait que
les habitants tombent sur deux voleurs. Les habitants tombent sur le main armé. Et ils les coincent, ils les défèrent devant les services compétents. Les services compétents, la police, prend les malfrats avec des preuves. Ils les ramènent à la justice parce qu'un policier ne peut pas juger. Il faut qu'un homme de droit pour juger. On amène quelqu'un au parquet. Après quelques auditions, vous apprenez, Monsieur Blaise, quelqu'un qui a failli vous tuer, ou même quelqu'un qui a tué certains de vos frères, vous apprenez qu'il a payé une liberté provisoire de $300. Inacceptable. De $1000. Liberté provisoire, et puis il sort. Mais quand il va sortir, il sait qui l'a amené là-bas. Il risque de revenir pour vous poser la question. Et c'est ce qui s'est passé à Goma. Parce qu'à un moment, on a manqué du sérieux sur la vigilance judiciaire. Et on a besoin de gens. Nous sommes à mesure de mettre des équipes mobiles pour surveiller le travail qui est fait par la justice dans notre pays. Un élu peut le faire. Parce que quand il va mener maintenant des actions parlementaires, il peut s'appuyer sur les rapports lui transmis par ces cellules mobiles pour surveiller le travail qui est fait par les services judiciaires. Johnson Ishara Boutaragaza, nous allons vous souhaiter bonne chance, mais avant d'y aller, parce que nous allons chiter dans cette émission, vous allez regarder tout droit à la caméra, adresser un message à ceux qui vont vous voter en Swahili, cette fois-ci parce que nous sommes à Goma. Quel message Johnson Ishara Boutaragaza, candidat député national, adresse à sa base? Wandugu wapenzi, message yangu ni moja tu. Mimi ni Ishara Boutaragaza Johnson, niko candidat député national ndani ya ville ya Goma. Niko numero 223. Minasema niko numero 223. Nawaza kama kazi ambao tulifanya ndani ya mji wetu wa Goma inalomba sasa tuko na watetezi wa suja ambao hawataogopa fujo, hawataogopa kusemea watu, hawataogopa kupanza sauti na kila mtu ajue kama Goma ni mwingine ambayo iko na wakongomani ambao ni wasuja. Na tunawaza kusudi wale wakuwe, tunapaswa chagula wale ambao uko na busara, wale ambao uko na akili, wale ambao walifanya kazi yote wakitetea watu. Na tunawaza kama kwa saa hui, antuka Ishara Boutaragaza iko mwale wakongomani wa suja ambao wanatetea Goma usiku kama vile mchana. Kuchagua 223, mutakuwa hamu ya jikosea hata kidogo. Na hakuna siku mutekalaka munasema sababu gani tulichagula ule. Sababu kazi yenye tutafaa, kila mtu atajisikia kama anafurahi neko fier kukuwa mtoto wa Goma, sababu alichagula mtoto wa Goma ambao anaita Ishara Boutaragaza Johnson. Ni kazi tulianza tangu zamani. Tulisemea haki za watoto, tulisemea vile vijana, na tukafikia kwa watoto tunaingia ndani la shirika la raia, tulikuwa mtetezi. Na ile utetezi tulifanya na tuyapata madaraka ya kutoka kwenu. Sasa tunapenda tupate ile madaraka yenu, mtutume ndani ya la bunge kunivyo ya Kinshasa ili tusemee Goma na shida za Goma zikuwe zinafika masikio ya watu wenye wanapaswa ongoza Goma mzuri, inchi mzuri, hata andoro ya inchi watu watoshimie kupitia watetezi bora ambao tutakuwa nao tukichagula numero 223. Accent ça. Fin de cette émission, Johnson, on va se mettre debout pour se dire au revoir et surtout merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci également. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Également, bonne chance pour le travail que vous faites aussi. Merci. Qui sera le prochain candidat à répondre à nos questions dans cette émission Face aux candidats? Messieurs et dames, vous êtes nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres émissions sur Kivu Morning Post. Portez-vous bien. Face aux candidats. Du 19 novembre au 18 décembre 2023, Kivu Morning Post donne la parole aux candidats. Mon candidat, ton candidat. Découvrez les candidats idéaux sur Kivu Morning Post dans un face-à-face avec ses journalistes. Quel profil pour un bon candidat et quelle est la vision de ton candidat face aux élections législatives, nationales, provinciales ainsi qu'aux municipales? À découvrir, c'est Kivu Morning Post face aux candidats.